Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de Paris Sud Aménagement aujourd'hui pour ce webinaire sur l'habitat urbain de demain et avec une question essentielle: si l'habitat urbain de demain se construisait en bois. Nous accueillons donc aujourd'hui comme intervenant Willem Pauwels, directeur général de Paris Sud Aménagement, Marc Villan, PDG du groupe Interconstruction, Amin Aïd Kassiwali, directeur de programme Interconstruction, Jacques Sebag, architecte chez Archi5, Nicolas Giesel, architecte chez Cause, et nous conclurons donc avec Jean-Marc Pauget, qui est expert construction bois du CNBB, qui nous fera quelques présentations sur les avancées de la filière, donc en fin de présentation. Je laisse la parole à Willem Pauwels qui va nous présenter le projet et puis voilà, nous allons enchaîner au fur et à mesure. Pour les intervenants, n'hésitez pas à me relancer pour le passage des diapos. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essentiellement engager la discussion. Je ne suis pas l'expert parmi tous les intervenants, bien au contraire. Laissons la libre parole à ces experts. Quoi qu'il en soit, l'objectif de l'échange n'est pas de faire de l'autopromotion. On n'est pas là en train de dire on a fait n'y croyez pas une seule seconde, on a construit un bâtiment en bois. Voilà, c'est une exception. Non, c'est absolument pas l'objectif. L'objectif est plutôt d'évoquer la construction de bois sous le prisme d'une opération d'aménagement que moi je pense exemplaire. Elle est exemplaire dans le sens où elle n'a pas la nécessité d'être affublée de vêtements dépareillés de l'écoquartier qui n'ont comme pour mot éco que le nom et parfois même pas le quartier. Donc il s'agit du quartier de Massy-Villénis dont nous sommes tout simplement aménageurs. Pour revenir sur mes propos introductifs, un jour le bois n'aura plus rien d'exceptionnel. Son usage deviendra assez courant. On s'arrêtera sans doute de s'ébahir devant la moindre construction en bois. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on n'est pas encore là, même si la construction de bois s'est sortie de sa marginalité. Mais j'espère que durant l'échange que l'on va avoir dans l'heure qui vient, là, j'espère qu'on rentrera dans nos doutes, tout à chacun, nos interrogations. Côté maîtrise d'ouvrage, côté architecte, hein. Le bois et la hauteur, même si en l'occurrence là on n'a pas été très haut, le bois et l'acoustique avec le sujet des planchers, puis toute une somme d'autres thématiques que les uns et les autres voudront bien aborder. Je répète, on n'est pas là pour s'autosatisfaire, mais voilà, mettre en avant nos envies, nos ambitions, nos craintes, nos doutes et nos réussites et parfois nos échecs aussi. Donc la construction en bois, je pense, doit effectivement répondre à l'urgence climatique. Mais bon, c'est pas pour autant une grimace ou une simple tendance. Ça doit pas être non plus une simple bonne conscience. Je pense que la construction en bois doit pas être une anecdote. Et dans l'occurrence, sur le projet de Massy-Villénis, ça ne l'est pas. C'est bien une évidence. Une évidence pourquoi? Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, Massy, c'est à peu près 1000 hectares. Sur ces 1000 hectares, il y en a 40 au droit du petit point rouge, 40 hectares qui appartenaient à Air France. On peut peut-être passer à la slide suivante. 40 hectares sur lesquels Air France avait implanté son centre de formation pendant plusieurs décennies qu'ils ont libéré en 2010. Sur ces 40 hectares, il y en a 20 qui étaient tout simplement des bois, magnifiques bois, et autres 20 hectares, plus précisément 18 hectares, sur lesquels il y avait 11 hectares et demi d'imperméabilisés. Donc, quoi qu'il en soit, Air France a achevé son occupation en 2010 et légitimement a voulu valoriser son terrain. On ne peut pas lui reprocher. La ville ne courait pas après la réalisation de logements à cet endroit-là, mais bon, répondre logiquement à l'ambition d'Air France, c'est assez légitime. Répondre également à la nécessité de construire du logement en tant que tel, intrinsèquement, c'est également important. Mais ces deux choses-là devaient se faire en faisant que le projet ne soit pas un simple projet immobilier, comme vous savez, pouvait avoir tendance à l'être au moment où Air France a travaillé un peu en solo sur le sujet. L'objectif était bien de transformer ce projet immobilier en vrai projet urbain, portant des ambitions d'intérêt général, des ambitions sociétales, comme l'environnement. Je peux évoquer sur la slide suivante. Donc le site est réellement magique.
Moi, je vous convie à aller vous promener. Massy, c'est pas très loin, c'est un peu plus de 10 km de Paris. On est là à 20 minutes à pied des transports en commun, il est vrai. Néanmoins, ce n'est que 20 minutes. Et vous pouvez assez aisément aujourd'hui vous promener tout autour des bâtiments qui sont en train de fleurir. Tous non, mais la plupart sous forme de filières sèches et certains effectivement en bois, sujet que l'on va exposer. Donc je le répète, 40 hectares, 20 de bois qui sont remis au public, sur lesquels, en dehors des cervidés, les habitants vont pouvoir également aller se promener. Et les 20 autres hectares, ou 18 plus précisément, étaient imperméabilisés à la hauteur de 11 hectares et demi. Le projet valorise à peu près plus de 1000 logements sur ces 18 hectares restants. Et ces 1000 logements se réalisent sur 7 hectares et demi imperméabilisés. Donc on a désimperméabilisé 4 hectares. C'est un plan de masse qui est élaboré autour d'arbres existants. Il y a des centaines d'arbres. On est venu construire ces bâtiments sur les empreintes des anciens bâtiments d'Air France, sur les espaces purement et simplement en friche. C'est un travail paysager assez fort où on a mélangé, fait fusionner espace public, espace privé, en niant les barrières entre espace public et espace privé. Un projet sans doute atypique. On qualifie souvent les projets de bois habité et les bois finissent par éclore 50 ans après la réalisation du projet. Là, en l'occurrence, on a une chance inouïe. Le terreau est fabuleux. Le bois existe déjà. Les centaines d'arbres sont déjà présents. Donc, l'objectif était de tourner autour de ces arbres pour faire bénéficier à l'ensemble des acquéreurs potentiels et futurs, un cadre de vie urbain sans doute inhabituel. Je ne dis pas extraordinaire, mais inhabituel. Et il était important pour nous, dans le cadre de cet objectif de s'insérer dans un tissu environnemental préinscrit, qui était incontournablement à ne pas mépriser, mais à conforter, il était important pour nous de minimiser également l'importance ou l'impact du chantier, en évitant que le chantier et ses installations se répandent. Et à ce titre, on a demandé à nos partenaires opérateurs, promoteurs sur le sujet, qui sont Vinci Immo, ICAD et Interconstruction, de valoriser la filière sèche. Et en l'occurrence, sur le sujet de la filière sèche, plusieurs technologies ont été mises en place, et Interconstruction a été, si on peut le dire de la sorte, le bon élève en termes de construction en bois, puisque c'est le seul jusqu'à maintenant qui a édifié ou qui est en cours d'édification de deux magnifiques projets en bois. Et là, je laisse peut-être Marc et Amine développer le sujet avant de laisser la parole aux archis et à leurs états d'âme. Vous m'entendez ? Bonjour, ouais. Bonjour à tous. Voilà, je propose que, effectivement, moi je suis président d'Interconstruction et Amine est le patron opérationnel sur site et sur bien d'autres sites d'ailleurs. On peut passer à la première slide. Alors d'abord, parce que Interconstruction a une véritable sensibilité aux problèmes d'environnement, on a fait notre première opération certifiée en 2006 avec une toiture terrasse 40 cm sur le toit, donc on peut tondre sur son toit, et une isolation par l'extérieur. Aujourd'hui, on attache beaucoup d'importance aux bicycleries et on s'amuse à créer des jardins sauvages, c'est-à-dire des jardins dans lesquels l'homme ne pénètre pas, sur quasiment toutes nos résidences. Donc, où l'homme pénètre une fois par an. On a une certaine expérience en bois, puisque on a 4 opérations en cours. La première, je ne vous le cache pas, les allées nature à Aubervilliers a été très très compliquée, et on verra pourquoi par la suite. Simplement pour vous éclairer un petit peu, si tout en bois n'est pas prévu dès le départ, vous vous retrouvez avec un Lego sur votre chantier, et un Lego, tout le monde sait que c'est compliqué à gérer. Un Lego ou alors un Mikado presque, plutôt un Mikado d'ailleurs. Bon, voilà. Donc
on a pris, on n'est pas Boudéum, mais on a pris le virage du bois très tôt, puisque l'opération des Allées Nature a été livrée en 2020 avec les retards Covid. Hein, donc, elle aurait plutôt été livrée début 2019. Et que nos deux chantiers de Massy sont en cours et que le quatrième est en train de démarrer. On envisage aujourd'hui également on va faire 23 000 m² de bureaux en bois à Courbevoie. Donc c'est un savoir-faire qu'on a voulu maîtriser très tôt. Alors pourquoi, prochaine slide, pourquoi la filière sèche-bois? D'abord, comme l'a très bien dit Willem, parce que Vigelis, c'est un quartier totalement exemplaire. Voilà. Je crois que je ne connais pas, moi, en Île-de-France, un quartier de cette sorte et où il y a eu une volonté de s'adapter au terrain. On parle partout de bois habité, mais là, c'est un vrai bois habité. C'est un bois habité, en plus, enrichi par l'action de l'aménageur. Ensuite, il était clair, Willem l'a dit, on a été les bons élèves, mais la ville nous avait choisis. Voilà. Donc la ville nous a fait confiance. Quand on vous fait confiance, il faut quand même essayer d'être à la hauteur. Bon. Ensuite, effectivement, construire la ville en conservant la biodiversité, renforcer notre expertise, parce que comme je vous l'ai dit, à Aubervilliers, on a fait une très belle opération qui s'est très bien vendue. On avait d'ailleurs pris un maître d'œuvre, un architecte anglais, mais qui n'est pas venu faire l'exécution à cause du Brexit. Et ça nous a terriblement handicapés et on n'était pas totalement satisfait du produit livré et surtout des résultats financiers. Et donc, si vous voulez, du savoir-faire à déployer pour réussir une opération en bois. Et c'est un savoir-faire où bien sûr, comme dans tous les savoir-faire, on apprend en marchant, mais je vous conseille quand même, et je pense que les architectes diront la même chose, de bien étudier comment on marche d'abord. Voilà. Le bois nécessite beaucoup plus de rigueur. Construire en bois, ça nécessite beaucoup plus de rigueur que construire en béton. Alors évidemment, on était très sensible aux qualités exemplaires du bois, un véritable confort thermique. Hein, il suffit de visiter un chantier bois pour se sentir bien, alors que dans un chantier béton, on a toujours ce sentiment d'être un peu dans une caverne. Le bois, avec ses balcons rapportés, permet des espaces extérieurs assez généreux. La sécurité incendie, elle est meilleure qu'en ce qui concerne le béton. Vous avez un chantier propre et silencieux. Vous avez un chantier avec moins de camions et vous travaillez sur une ressource naturelle renouvelable. Bon, je n'aborde pas le problème de la forêt française et on l'abordera après, et également de la filière bois en France qui est quand même naissante. Bon, donc on peut citer. Allez-y, Amine. On peut citer d'ailleurs sur ces qualités exemplaires du bois, pour prendre quelques chiffres importants sur la construction bois, ces balcons qu'évoquait Marc avec des espaces extérieurs plus généreux qui ont favorisé et qui favorisent la créativité architecturale. Je pense que Jacques et Nicolas, nos architectes favoris, sauront le dire également dans la continuité de nos échanges. Construire en bois, c'est surtout une empreinte carbone qui est divisée par 3, pour prendre des exemples aussi précis. C'est quand même, aujourd'hui, on parle de neutralité carbone un peu à tous les niveaux. Il faut savoir que construire en bois, un appartement de 60 mètres carrés, c'est un gain carbone de 15 tonnes équivalent carbone, ce qui correspond aux émissions annuelles d'un ménage français. Donc c'est un point important aujourd'hui à mettre en valeur, c'est que le bois, cette ressource renouvelable naturelle, elle participe de cet effort collectif que l'on doit tous faire et que Willem a bien précisé au départ. Et c'est emprisonné pour toujours. Voilà, c'est pas du bois de combustion, c'est emprisonné pour longtemps. Complètement.
Et effectivement, un bâtiment neuf traditionnel, le bois étant un puits carbone, comme on le sait, stocke le carbone et en émet très peu. C'est-à-dire qu'en comparaison d'un bâtiment neuf traditionnel qui émet dans toute sa durée de vie, construction et exploitation, 1,5 tonnes équivalent CO2 au mètre carré, en comparaison, un bâtiment bois, ça émet 20%, 20 à 30% de moins, alors qu'il stocke également l'équivalent de 200 kg équivalent carbone par mètre carré pendant sa durée de vie. Donc ces échelles de grandeur sont importantes à prendre en compte dans le cadre d'une construction bois, comme on le fait à Massy sur nos deux projets. Et on peut passer au visuel suivant. Pour parler un peu plus en détail des spécificités de la construction bois qu'on entrevoit au travers des premiers visuels, c'est que ce travail, il y a un travail en amont important, comme le disait Marc, qui est nécessaire, peut-être pas d'ailleurs tout le temps suffisant, mais qui est forcément nécessaire pour aboutir à un projet de qualité que l'on souhaite tous. À titre d'exemple, pour rentrer un peu dans les détails, une descente de charge de l'entreprise de charpente doit être transmise au préalable à l'entreprise de gros œuvres quand on construit en ossature bois. Donc on a une mixité entre une partie en béton, la cage d'escalier ascenseur, et tout le reste des planchers et des murs de façade en bois, que ce soit en CLT ou en MOB. Eh bien ça demande un travail en amont très important entre une entreprise de charpente, une entreprise de gros œuvres béton et des corps d'état techniques. Oui, c'est pas, je rajoute, hein, c'est pas, ça fait bien quand les promoteurs parlent du travail en amont, mais là c'est presque un travail industriel en amont. Hein, c'est pas, et c'est corroboré par des engagements financiers extrêmement importants en amont, et je vous les conseille le plus important en amont, et parfois le choix d'un prestataire bois en amont également, et avec aujourd'hui parfois la réservation de la matière première bois en amont également. C'est ce qu'on fait par exemple à Noisy-le-Grand avec Techniwood. C'est d'autant plus important en ce moment qu'on en parlera peut-être sur les problèmes actuels, Marc l'évoquera tout à l'heure, sur les coûts du bois qui sont en ce moment en train de s'envoler pour les tas de raisons qu'on connaît de reprise de croissance des activités économiques aux États-Unis et en Chine qui en fait viennent un peu pomper toute notre savoir-faire et toute la ressource naturelle dont dispose la France et dont disposent les forêts françaises, mais je laisserai Marc le soin de l'exposer tout à l'heure. Et enfin, comme on le voit sur la photo, eh bien, c'est aussi une des spécificités de la construction bois, c'est ces passages de réseau qui ne sont plus incorporés dans le béton comme on le fait dans des projets classiques dans le béton, mais comme vous le voyez sur la photo, eh bien, c'est des passages dans des faux plafonds techniques qui permettent d'assurer en fait tout le passage des réseaux. Quand on construit en bois, je complète ce que dit Amine, il faut vraiment qu'on choisisse et nous on ne l'a pas toujours fait, hein, on ne s'y est pas toujours bien pris, un bureau d'études qui maîtrise à la fois le bois et le béton, qui se lance dans des opérations de synthèse très tôt. Et donc voilà, il faut en être très conscient. Il faut avoir en fait cette synthèse et ces ressources en amont au préalable qui ne sont pas forcément tout de suite mises en œuvre sur un projet béton, mais qui sont nécessaires et indispensables au succès d'un projet en bois. Donc également parmi ces indispensables ou ces indispensables à bien réussir un projet en bois, il y a effectivement le choix des partenaires. Dans le choix des partenaires, les agences d'architectes et un architecte qui connaît spécifiquement les contraintes et les qualités d'un projet en bois, c'est évidemment important. Aujourd'hui, 4% des logements en Île-de-France sont construits en bois, donc c'est encore très peu, on est encore dans un marché de niche, donc c'est important que nos architectes, ici sur ces projets à Massy, Archi 5 et Cause, connaissent bien la construction bois, ce qui est évidemment le cas en l'espèce. Donc le bureau d'études synthèse que Marc évoquait à l'instant, bois-béton, puisque dans le cadre d'une construction, là comme c'est le cas à Massy, à ossature bois, où on a une cage d'escalier, ascenseur et un palier qui se retrouvent en béton,
et tout le reste du projet, dès le rez-de-chaussée, se retrouve en bois, donc plancher, mur de façade, voile de refend. Eh bien, c'est indispensable, et c'est vraiment un point très important d'une réussite d'une construction en bois, c'est qu'un bureau d'études de synthèse accompagne et soit un peu le leader dès la phase d'études et entoure en fait toute la phase d'études et de conception, toutes les équipes d'études et de conception, pour arriver à ce que les entreprises réussissent le chantier et n'aient pas de trou dans la raquette au final en exécution. Et enfin, évidemment, pour réussir une construction bois, une entreprise de charpente est également indispensable. Et nous nous sommes rendus compte, voilà, c'est aussi partager notre savoir-faire et nos expériences passées, qu'il est nécessaire aujourd'hui, en tout cas selon nous, que l'entreprise de charpente ait un macro-lot restreint, puisqu'il faut qu'elle se concentre sur son lot plutôt que d'essayer de créer un macro-lot avec divers corps d'État que devrait gérer cette entreprise charpente qui n'a pas forcément les moyens de le réussir. Alors, ça nous emmène en direct au problème actuel. Alors, le choix des partenaires, je vais vous donner des exemples concrets. Hein. C'est vraiment très important d'avoir des maîtres d'œuvre qui connaissent le bois. Dans notre première opération, on avait donc été chercher un Anglais, puisque c'était une opération qui aurait dû être livrée, comme je vous l'ai dit, début 2019. Et il n'a pas pu faire la maîtrise d'œuvre d'exécution, donc on a pris un maître d'œuvre d'exécution qui, soi-disant, connaissait le bois. Il avait embauché un charpentier. Ça ne fait pas d'un maître d'œuvre d'exécution un maître d'œuvre sachant. J'avais été chercher la PAV en bureau de contrôle parce que, soi-disant, il connaissait bien le bois. Il m'avait démarché et le type qui a travaillé sur le dossier ne connaissait que le béton. Et quand on a eu des problèmes de montage en usine des menuiseries extérieures et qu'elles sont arrivées en kit sur le chantier, son plan de gestion de chantier était complètement obsolète. Donc, un énorme... voilà, c'est ceux qui savent. Aujourd'hui, il faut vraiment se concentrer sur ça. Et le corollaire, c'est que la filière française du bois, elle est pas en adéquation aujourd'hui avec l'envergure des projets qui sont lancés en bois. Les meilleures entreprises sont plutôt étrangères. Elles ont acheté quelques usines en France, mais elles sont plutôt étrangères. C'est les plus fiables. Nous, on s'était engagé à travailler avec que des entreprises françaises sur notre premier projet. En fait, les industriels du bois français ont vu l'expansion du marché, ont pris trop. Les charpentiers, c'est des gens qui arrivent derrière d'habitude les chantiers, à la fin des chantiers. Là, ils se retrouvaient en pole position, si j'ose dire. Donc, ils n'avaient pas l'habitude des protections collectives, ils n'avaient pas l'habitude de la coordination. Donc, on a une filière qui va se structurer. Hein. Je suis pas pessimiste, mais on est encore à une filière qui est assez balbutiement. Donc, quand on se lance sur un projet bois, plus il est ambitieux, plus il est compliqué, plus il faut avoir une équipe éprouvée qui connaît le bois, qui a réfléchi au bois, qui a tiré les enseignements de ces complexités. Un autre sujet, c'est que vous avez un coût de construction qui en moyenne est de 10% plus élevé que celui du béton, hein, y compris filière sèche. Hein. Donc ça peut peser sur l'équation, ça pèse sur l'équation économique, hein, inévitablement, et il faut avoir vraiment l'expérience du bois pour savoir le chiffrer. Voilà. Il nous est arrivé, nous, sur notre dernier projet, on a travaillé de concert avec l'entreprise du début à la fin pour arriver à un prix honorable. On a calculé des centres de charge, balcon, terrasse, au centimètre carré près. Dans les problèmes actuels, vous pouvez avoir des problèmes d'approvisionnement. Hein, voilà. Comme tout le monde commence à le savoir, la forêt française produit des grumes, mais les transforme pas assez. Et on envoie des grumes en Chine. Vous avez aussi un problème culturel, c'est l'interface entre le gros œuvre et la charpente. Les gros œuvres, alors vous avez des entreprises de gros œuvres qui vous font l'infrastructure, qui sont des petites entreprises. Donc ce sont des entreprises semi-artisanales qui ont pris ces chantiers parce qu'elles ne peuvent pas prendre plus gros. Donc il faut déjà énormément les contrôler. Elles ne respectent pas forcément les délais ni les problèmes de sécurité. Et puis elles travaillent à quelques centimètres près. Le bois, lui, travaille au millimètre.
Donc là, vous avez une interface très compliquée, très compliquée à gérer. Et il faut donc en être conscient. Ne sous-estimez pas le poids si vous voulez avoir un gros œuvre honorable, il faut vraiment le payer et le payer plus cher sur les opérations bois, ce qui peut également renchérir le coût. Ensuite, sur la réglementation, Amine, pour finir. Et pour finir sur la réglementation aujourd'hui, qui sont souvent mouvantes, puisque en cours de chantier, on est capable d'avoir des réglementations différentes qui varient. Eh bien, il faut savoir que sur un chantier bois, il est nécessaire d'avoir des recoupements par niveau, ce que l'on voit sur la photo, sur le visuel présent, des recoupements par niveau. Donc en termes de sécurité incendie, là qui a été géré de façon efficace, donc on a cette ligne qui apparaît, mais qui peut être beaucoup plus profonde sur certaines opérations en fonction des réglementations à maintenir. Le choix des matériaux de façade également en termes de sécurité incendie. Il y a également le fait que certains concessionnaires tels Enedis réclament ont des prescriptions particulières parce que nous sommes en construction bois, donc qui viennent à complexifier un peu la construction bois par rapport à une construction, on va dire, standard en béton. Voilà, ce sont aujourd'hui, pour notre part, les problèmes que l'on rencontre actuellement sur la construction bois qui regorge malgré tout de diverses qualités qu'on a énumérées précédemment. Voilà, donc, notre expérience, si on la résume, le bois c'est bien, mais le bois c'est très technique et il ne faut pas sous-estimer sa mise en œuvre alors qu'on est tous habitués à faire du béton et il faut un peu changer son logiciel. Il ne faut pas avoir peur de la spécialité et de se concentrer sur certains partenaires. Bonjour à tous. Donc Jacques Sebag, Archi 5. Donc tout ce qui a été dit précédemment, effectivement, est tout à fait vrai. Je reviendrai moi sur l'origine du projet et sur l'utilisation du bois. D'abord c'est un projet qui est né un peu d'un choix politique et puis surtout d'une aventure humaine, puisque ont été rassemblés ici sur cette opération une dizaine d'architectes, et pour une fois, on a additionné les compétences et on ne les a pas soustraites. Donc je trouve que c'est plutôt très intéressant. Donc tout le travail a été fait sous la houlette, à la fois bien sûr de Paris Sud Aménagement, mais aussi de Leclerc, qui a mené un peu comme un chef d'orchestre cette opération avec des phases de travail, avec énormément d'architectes, et on a pu faire ce travail commun pour essayer justement de faire en sorte que cette forêt, on va dire originelle, en tout cas le point de départ de notre travail, c'était un peu l'objet qui nous avait été, enfin c'est le thème qui nous avait été donné, comment construire dans une forêt. Donc je pense que l'origine du travail qui a été fait ensemble, c'était de savoir comment déjà travailler ensemble et aussi de travailler dans cette forêt, comment préserver cette nature et comment faire en sorte de pouvoir se glisser tous autant qu'on était, en se respectant, en respectant les distances, en respectant aussi la nature, comment faire en sorte que l'ensemble de ces projets-là fassent une unité, de faire en sorte qu'on préserve cette nature au travers de laquelle on aurait des habitations, et comment les gens qui vont utiliser, en tout cas qui vont habiter ces bâtiments-là, conservent pratiquement l'identité de cette forêt. Donc, je reviendrai un peu sur notre expérience. Effectivement, notre expérience, elle est née déjà depuis une dizaine d'années avec REI, où on a appris ensemble à travailler le bois. Et je reviendrai aussi sur le fait que le bois, il n'est pas né avec les logements. C'est-à-dire que depuis très longtemps, on utilise le bois. Il n'y a qu'à voir les maisons à colombage. Le bois a fait partie de la construction et de cette manière de construire, comme le métal aussi à une époque. Donc, savoir construire en métal, savoir construire en béton, savoir construire en bois, je pense que ça participe à peu près du même effort. Et je reviendrai sur le fait qu'effectivement, il faut qu'on puisse dès le départ avoir un travail de synthèse et pratiquement ce qu'on appelait à l'époque la mission M1, c'est-à-dire un travail d'exécution, c'est-à-dire de retrouver une manière de travailler qui est pratiquement l'origine du travail de l'architecte, c'est-à-dire comment savoir construire. Mais pour revenir un peu sur notre thème, donc l'idée principale, nous, de notre projet, et ça a été un peu l'idée partagée par tout le monde, à la fois avec le travail du paysagiste,
c'était de savoir comment, on va dire que le thème principal pour nous, c'était surtout de supprimer les limites. Voilà, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de frontières, qu'il n'y ait pas de limites, qu'il n'y ait pas de limite, comme l'a dit tout à l'heure William, entre le public et le privé, qu'il n'y ait pas de limite entre les espaces privés et les espaces de logement, entre les jardins et les circulations, faire en sorte que tout ça ne fasse qu'un, c'est brouiller aussi un peu les pistes, de faire en sorte que les bâtiments que l'on va créer respectent les arbres qui sont autour, puisqu'ils sont présents, ils sont pratiquement, l'idée c'est qu'ils soient plus grands et qui masquent aussi, qui jouent un peu de cet effet caché, flouté. Et c'est pour ça que le travail qu'on a fait sur ce projet-là, on va le voir un peu sur la façade, c'est comment on brouille un peu les limites entre le bâti et la nature, de faire en sorte que tout ça ne fasse qu'un. Donc si on va sur la slide suivante, donc quand je dis brouiller les limites, c'était aussi brouiller les limites de vue, c'est-à-dire de faire en sorte que ces bâtiments ressemblent pratiquement à la structure d'un arbre, c'est-à-dire qu'ils ont un centre et qu'ensuite, comme des branches, finalement, les appartements rayonnent autour de ces bâtiments-là et d'avoir des vues qui sont des vues dégagées d'un immeuble à l'autre, c'est-à-dire ces deux plots qui font à peu près 20 mètres par 20 mètres, travaillent un peu comme des espèces de grosses maisons, de gros pavillons habités à l'intérieur de cette forêt et que les arbres aient toujours leur échelle, c'est-à-dire que le bâtiment ne soit pas plus grand que les arbres et les arbres plus grands que les bâtiments. Et on était dans un site un peu exceptionnel puisqu'on a des cèdres. On sait que le cèdre est un arbre symbolique, robustesse, imputrescibilité, etc. Donc il était pour nous, en tout cas avec le partenariat d'Interconstruction, d'avoir ce challenge en tout cas, contrairement aux autres bâtiments, de faire en sorte de construire ces bâtiments en bois. Et je pense que en tout cas, c'est un défi qui a été relevé et qui finalement a abouti. Donc, ces deux bâtiments qui à la fois dialoguent avec la forêt et dialoguent aussi entre eux. Et dialogue aussi, il y a eu aussi un projet qui est juste à côté, puisque je citerai aussi Amelère-et-Dubois et Itard, où on a travaillé ensemble pour voir comment les bâtiments se regardaient, comment ils ne faisaient pas masque et comment les vues n'étaient pas forcément oblitérées par d'autres bâtiments. Donc faire en sorte que les gens qui habitent ici soient pratiquement dans un ensemble, comme si on avait additionné des maisons les unes sur les autres et que chacune des maisons profite pratiquement, ces appartements-maisons profitent de deux orientations à l'intérieur de cette forêt. Donc un travail comme ça de plot à l'intérieur d'un espace. Donc si on passe sur le slide suivant, donc on avait aussi considéré sur ce projet-là qu'il y avait deux éléments fondamentaux. C'est un, des vues, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on est, finalement, il n'y ait pas de limite visuelle. On monte la cage d'escalier, on voit toujours la forêt. On est dans son appartement, on a des grandes fenêtres qui permettent effectivement d'avoir toujours ce rapport à la forêt. Et on a un élément aussi intéressant qui est ce balcon qui est plus qu'un balcon, qui est une pièce à vivre. Et donc, comment aussi avoir ce lien avec la forêt, comment habiter aussi la forêt lorsqu'on est dans son appartement, donc brouiller finalement les limites entre l'intérieur et l'extérieur de son logement. Donc ces deux éléments, finalement, c'était le vocabulaire que l'on a utilisé pour travailler ce projet. Travailler aussi sur la verticalité, sur cette espèce comme ça de ligne verticale. Donc ces gros plots qui font 20 par 20 ont été divisés. Et on voit ici sur cette perspective le jeu à la fois des matériaux, ces grands balcons qui se projettent vers l'extérieur, qui sont en quinconce aussi, qui permettent effectivement d'avoir des doubles hauteurs lorsqu'on est à l'intérieur, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur son balcon, on n'a pas la limite du balcon qu'on a au-dessus. Donc on a un travail comme ça qui est identique, c'est-à-dire cette espèce de mimétisme et de faire en sorte qu'on est comme un arbre, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes typologies de fenêtres, les mêmes typologies de balcons, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas une histoire à chaque fois, c'est la même histoire. Il y a 4 façades, c'est la même façade et c'est un seul et même objet unique que l'on voit ici et qui s'apparente finalement à un arbre. On va le voir ensuite sur la slide d'après. Donc on voit un peu le travail qui est très simple, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé avec une colonne vertébrale et autour de cette colonne vertébrale, qui est le noyau, la structure s'apparente aussi à ce noyau-là, c'est-à-dire que le noyau, lui, est en béton. Et ensuite, on a ces appartements qui tournent autour et qui permettent effectivement pour chacun d'avoir une vue. C'est-à-dire qu'on est dans le même endroit, mais on a chacun sa vue
et les vues ne sont pas perturbées par l'autre bâtiment. Donc ce jeu comme ça de travail à la diagonale et de faire en sorte que chacun des appartements ait une vue privilégiée et totalement unique lorsqu'il est dans son appartement. Qui ressemble plutôt, nous on a essayé de travailler un peu sur des maisons, donc l'addition de ces appartements, et ensuite on a des R+6 duplex qui permettent là finalement d'avoir des grands appartements plus une grande terrasse. Donc voilà un peu le travail qui a été fait. Ce travail, donc maintenant le travail, donc alors pour moi les limites aussi, c'est ne pas être dogmatique, c'est-à-dire de faire en sorte de mettre le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire que la colonne vertébrale et le rez-de-chaussée, donc le socle, on part toujours d'une assise qui est en béton pour pouvoir effectivement s'exonérer du rapport au sol et de faire en sorte que le béton, lui, peut s'adapter au terrain. Le noyau, lui, est plutôt la colonne vertébrale est en béton. Et ensuite, on a travaillé pour s'exonérer aussi des poteaux, c'est-à-dire qu'on va du noyau jusqu'aux façades. Et lorsqu'on a des portées importantes, on travaille avec du métal. Donc on a mixé à la fois le béton, le métal pour les grandes portées, donc le bon matériau au bon endroit et suivant ses caractéristiques. Et ensuite, on a travaillé avec du bois et on a intégré les poteaux bois à l'intérieur des meubles, ce qui fait qu'à l'intérieur des logements, finalement, on n'a pratiquement pas de poteaux. Je mentirais si je disais qu'il n'y en avait pas du tout. Il y en a de temps en temps, puisqu'il faut aussi alléger le métal pour conserver les hauteurs sous plancher correctes. Donc on a travaillé sur ces trois matériaux qu'on a mis à des endroits qui étaient nécessaires pour avoir un projet rationnel. Donc toute la façade est constituée d'un mob, une isolation, la structure des poteaux qui sont à l'intérieur. Donc nous on a travaillé plutôt avec de l'épicéa, une isolation par l'intérieur, à l'intérieur de ce mob, et ensuite un voligeage et un travail sur la façade qui est un travail avec des éléments de zinc que l'on a travaillé aussi en rapport avec la pomme de pin. C'est-à-dire qu'on a essayé effectivement de trouver des couleurs ou un ensemble de couleurs qui permettaient de travailler un peu sur l'effet de camouflage. C'est-à-dire la couleur finalement de l'arbre en automne, de l'écorce d'arbre et des pommes de pin. Donc on a trouvé à la fois ce matériau et l'échelle de ce matériau. On a travaillé aussi en relation avec COS pour essayer d'avoir un ensemble unique et de ne pas multiplier les effets. Sur l'image d'après, donc ce qui a été dit aussi, c'est la filière sèche, puisque qui dit bois dit aussi filière sèche. On est allé à l'usine pour pouvoir voir comment ça se faisait, comment était le bois, est-ce qu'il était bien là d'abord, est-ce qu'il était en cours de construction. Et on voit qu'ici, une personne peut effectivement travailler sur un seul et même panneau, accompagné aussi bien sûr d'une machine, mais on a ce travail manuel d'artisan et en même temps une filière qui se construit et qui fait en sorte que l'ensemble des matériaux sont construits en usine au sec et ensuite sont amenés sur place. Mais tout le travail qu'on gagne à la pause, finalement, il est compris dans les études. Donc on va dire qu'il y a un équilibre qui se fait, il y a plus de travail en études et peut-être moins de travail sur le chantier. Donc un gros travail de préfabrication. Ensuite, ici, on voit donc les deux bâtiments. On a deux bâtiments, un bâtiment A, un bâtiment B, qui correspondent à 49 logements. Donc, on a 29 et 30, 29, oui, c'est ça, et 30 logements. Donc, on a 59. Et on voit ici le travail de ces balcons qui sont arrimés à la structure du bâtiment. Donc, on a deux tirants métalliques qui supportent des balcons qui font pratiquement entre 9, 10, voire 12 mètres carrés. Donc, c'est une vraie pièce, plus un garde-corps. Et ces éléments-là arrivent préfabriqués, sont montés sur place. Et on essaye de faire en sorte qu'ils soient désolidarisés aussi de la façade pour éviter les ponts thermiques. Donc, le matériau qui est utilisé, qui est le matériau zinc, plus les balcons que l'on voit en projection ici. Donc, ce travail, effectivement de camouflage ou en tout cas on cache un peu le bâtiment derrière ces arbres pour faire en sorte qu'on ait une espèce d'unité en tout cas entre le bâtiment et la nature. Et là, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de vivre et d'habiter à l'intérieur des arbres avec cette projection des espaces extérieurs au niveau des arbres qui, eux, ont nécessité effectivement une conservation importante par les entreprises pour faire en sorte que ces arbres-là persistent et restent en place. Donc voilà.
Donc, merci Jacques. Alors, Azizel de Cause Architecte, je me faisais la remarque en écoutant les intervenants précédents qu'on est presque interchangeables. C'est-à-dire que tout ce que Jacques, Amine et Marc ont dit s'applique à peu près à ce que j'aurais pu le dire aussi. Et je pense qu'il pourrait dire aussi peut-être ce que je vais vous raconter après. Donc, c'était un peu suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est un peu notre premier, à droite, c'est notre premier projet en construction bois, donc en 2001, et puis le dernier 20 ans après à Strasbourg, qui fait 30 mètres. Alors on pourrait dire d'une certaine façon que voilà, il a fallu 20 ans pour passer de 3 mètres de haut à 30 mètres de haut en bois. Ce ne serait pas tout à fait exact, mais voilà, c'est une longue aventure le travail du bois. Par contre, vous remarquerez aussi cet arbre à contre-jour, et c'est vrai qu'à Villegénie, c'est ce qui nous avait immédiatement aspiré, comme tout le monde, c'est cette présence du végétal et la possibilité de vivre au milieu d'une forêt. Diapo suivante. Parce que d'une certaine façon, voilà, depuis 20 ans qu'on côtoie le bois, on est un peu devenus des urbains animistes. On regarde beaucoup évidemment ce matériau magique qui est à la fois une super usine de captation de CO2 naturel, puis qui sont aussi des êtres vivants. Et c'est vrai que l'utilisation de plus en plus du bois amène aussi à les regarder un petit peu différemment. Et c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout. Vous voyez, à gauche, c'est sur cette route en Afrique, où l'esprit de l'arbre ne voulait pas qu'on abatte l'arbre. Et donc, au final, on a décidé de faire la route autour de l'arbre. Mais vous pouvez trouver ça dans des endroits très sophistiqués, comme au cœur de Tokyo, où là, un chantier avait abattu un arbre, et puis il s'est remis à pousser. Et donc, pour s'excuser, les Japonais ont gardé l'arbre, et puis ont commencé à faire un petit sanctuaire autour pour s'excuser de l'avoir dérangé. Donc voilà, les attitudes avec les arbres font aussi partie, je pense, de la construction bois. La diapo suivante. Et évidemment, sur le site de Villegénie, ou au milieu des bois, la première décision qu'on avait à prendre, c'était de surtout ne pas couper d'arbres, en tout cas d'essayer de ne pas d'en couper vraiment le minimum, et en tout cas pas des beaux sujets. On avait la chance d'être dans ce qui était déjà une clairière, puisqu'il y avait un bâtiment à rez-de-chaussée d'Air France qui allait être démoli. Donc toute l'implantation a été vraiment de se poser au plus près des arbres, mais sans les déranger. Donc avec un jeu assez libre de 3 volumes, et qui sont, comme l'a dit Jacques, 3 volumes en fait extrêmement rigoureux dans leur dimension et dans leur fonctionnement. Diapo suivante. Et puis vivre au milieu des arbres, ça voulait aussi dire aller vers les arbres, profiter de cette forêt. Dans ce grand parc de Villegénie, on a la chance d'être juste à côté du futur terrain d'aventure qui est fait par les paysagistes Baz. Et toute une partie, tout le parti était d'encourager en fait les chemins vers ce terrain d'aventure, de ne pas être une opération en îlot comme ça, mais d'amener cette espèce de salon au milieu des arbres que l'on peut voir à droite, puisque ça c'est vraiment le premier croquis d'intention, et en imaginant tout ce qu'on allait pouvoir y faire, tout ce que les riverains allaient pouvoir y faire. Diapo suivante. Le projet est, voilà, et maintenant on est donc en phase chantier, un petit peu en retard par rapport à nos amis d'Archi 5, mais le chantier avance bien. Et on voit que les principes qui étaient énoncés sont restés. Donc on est vraiment sur ces volumes assez rigoureux, camouflés, parce que effectivement c'est la priorité donnée est celle à l'expérience de la forêt. On joue un jeu de rapprochement avec le projet d'Archi 5, et puis aussi des petites différences. Nos balcons à nous sont plutôt réfléchissants pour créer des effets qui perturbent un petit peu la lecture des volumes, toujours pour mettre plutôt en rapport, en valeur, l'expérience qu'on peut avoir dans l'approche de son logement, donc en traversant comme ça sur cette passerelle, cette zone plantée, ou alors le fait d'aller passer un moment pour se détendre à proximité du terrain d'aventure sous le petit bâtiment qui est soulevé sur la droite. Diapo suivante. Et puis au milieu, une petite placette de voisinage, puisqu'on on profite des décaissés de terrain pour avoir cette plateforme qui se retrouve finalement au niveau haut du terrain, et qui va permettre aussi bien d'être le lieu de distribution de ces 3 plots, un endroit de sociabilité pour les riverains, et puis sur lequel donne également quelques jardins. Diapo suivante. Voilà, et donc on voit un travail qui est fait de mélanger comme ça des cheminements qui sont à la fois les cheminements d'usage du logement, donc ce qui va nous mener au logement, et puis des cheminements qui sont pour l'ensemble des habitants de
ce lieu magique, puisque finalement, on va pouvoir se croiser entre voisins qui habitent dans les différentes unités, les différents bâtiments qui sont autour. Un des choix économiques qu'on a fait, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'économie, souvent sur les projets bois, c'est intéressant d'avoir des espèces de tactiques qui vont permettre d'essayer de diminuer un peu ce problème des 10%, même de 10% de coûts supplémentaires du bois, même si ça a tendance à se diminuer. Alors par exemple ici, nous avons un des plots que vous voyez en haut à gauche qui n'a pas d'escalier ni d'ascenseur. Il le partage avec l'autre plot. Donc en fait, on arrive de cette façon à gagner de la surface, à ne pas construire, construire des mètres carrés redondants. Et c'est ce genre de petits écarts qui fait que on maximise la surface habitable, la surface utilisée, en essayant d'enlever finalement toutes les fioritures, si j'ose dire, auxquelles on peut être parfois habitué. Et puis évidemment, comme pour Jacques, le souci de la qualité de vie dans ces logements, on ait de la lumière et une vue vers l'extérieur depuis les paliers, que le logement soit le plus s'adaptable possible au mode de vie. Tout le monde n'habite pas de la même façon, donc ne serait-ce que le sujet de pouvoir fermer sa cuisine ou de l'ouvrir, et ces fameux prolongements extérieurs qui sont vraiment soit au niveau du sol, soit en hauteur des patios suspendus au milieu des arbres ou des cabanes perchées. Diapo suivante. Le mode, on est sur un mode constructif. Alors là, c'est pas une photo de chantier, en fait, c'est une visualisation, voilà, de la maquette, du fichier du charpentier, puisqu'on est actuellement en phase chantier. Et quand on construit en bois, il y a pas mal de techniques possibles. Quand on commence à être comme ça, sur 7 niveaux, on est un peu sur les limites des modes constructifs traditionnels. Donc là, par exemple, le mur à ossature bois classique, il a été un peu dopé à la vitamine avec des poteaux que vous voyez, qui permettent de remonter, de monter plus haut, de monter donc à 6 étages, tout en évitant d'aller vers des solutions qui entraîneraient plus de consommation de bois. On a fait le petit calcul sur le projet, on a à peu près 1000 mètres cubes de bois. Donc c'est super parce que ça veut dire que on va stocker pendant une bonne centaine d'années 1000 tonnes de CO2, ce qui n'est pas négligeable. Ce sera totalement vertueux si par ailleurs, là où on a pris le bois, c'est replanté, puisque pour arriver à ces 1000 mètres cubes de bois, il faut une forêt qui fait quasiment la taille de la ZAC de Villegénis. Donc il faut à peu près une vingtaine d'hectares de forêt pour produire le bois qui permet de réaliser un projet comme ça. Donc toute la question du cycle du bois et de la relation entre la ville et l'exploitation, on n'est pas sur des systèmes linéaires, on est vraiment sur des systèmes circulaires. Peut-être que le dernier élément qu'on ne voit pas, il y a évidemment, ça ne va pas rester comme ça, il y a tous les éléments finalement qu'on vient rajouter sur le bois, que ce soit pour les cloisons, pour l'isolation. On a parlé de la façade, on est parti évidemment sur des façades en métal parce qu'on est dans un milieu très humide et qu'on tient à ce qu'il y ait une résistance aux intempéries et à l'humidité qui soit la plus forte possible. Aujourd'hui en construction bois, sans doute un des points où il faut améliorer quand on réfléchit carbone, quand on réfléchit circuit, quand on réfléchit ressources locales, c'est du côté sans doute de l'isolation, où l'isolation biosourcée commence à arriver, mais reste encore un petit peu minoritaire et un petit peu onéreuse sur ce type de projet. Donc, diapo suivante. Et puis, malgré tout, donc, on cherche à ce que le bois soit exprimé, que le bois s'exprime dans la ville, que dans l'expérience que tout le monde va en avoir. Là, le choix qui a été fait, c'est sur ces passerelles qui vont relier le bâtiment dans lequel on trouve le noyau d'escalier et d'ascenseur jusqu'à l'autre bâtiment qui est constitué uniquement de duplex. Tout le système de coursives, passerelles, escaliers est réalisé en bois, ce qui permet de retrouver, alors que c'est vrai qu'on est sur des modes constructifs quasiment industriels. Aujourd'hui, une usine bois, c'est comme une usine d'automobile en termes d'équipement, de robotisation, etc. Ça permet de retrouver cette échelle du bois, cette échelle de la main, cette échelle sensible, et aussi cette échelle du travail de l'artisan dans l'expérience quotidienne du logement. Suivante, s'il vous plaît. Alors, sur le bois, on se pose évidemment pas mal de questions. Alors, il y a effectivement une grosse question sur la filière, mais qui est au sens large de la filière de la construction. À gauche, vous avez le genre de détails qu'on a trouvé dans notre premier bâtiment collectif en bois, où c'est vrai qu'à force d'avoir expliqué
aux entreprises de seconde œuvre que le bois c'était différent, qu'il y avait des endroits où il ne fallait pas percer, qu'il y a un matin un pauvre plombier qui était tellement désorienté qu'il a, au lieu d'aller bêtement dans la gaine qui était juste derrière, il s'est inventé un espèce de chemin parce qu'il avait l'impression que s'il perçait à cet endroit-là, on allait l'emmener en prison directement. Donc il y a un vrai travail de formation, un vrai travail d'acculturation de l'ensemble des acteurs de la construction pour arriver finalement à ce degré de précision qui est celui du bois et ce degré d'anticipation également. Et puis sur la filière, il y a effectivement, c'est un énorme travail. Ce que vous voyez à droite, c'est en fait une scierie en Afrique. Tout simplement, la scierie ne savait pas qu'elle avait des débouchés potentiels en ville 500 km plus loin et donc brûlait chaque jour l'équivalent d'une maison en volume de bois, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas qui et où on pouvait le transformer. Donc d'arriver à ce que l'ensemble des acteurs se parlent est vraiment quelque chose de fondamental. Le deuxième. Et puis, quand on aborde cette question des règles, alors c'est vrai que le bois en ce moment, on a longtemps été sous le radar, on va dire, dans la construction bois. Il y avait pas, c'était un peu de l'interprétation, du bon sens, de l'expérience. Il y a tout un arsenal réglementaire et normatif qui est en train de monter. Chaque semaine, il y a des nouveaux guides qui paraissent pour régler tel et tel point. Nous, en tant qu'architectes, ce qui nous préoccupe beaucoup, et en pensant également aux gens qui vont habiter dans nos bâtiments, c'est qu'on ait encore la présence du bois dans les logements. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un véritable combat quand on est sur du logement collectif du point de vue réglementaire. Donc d'avoir cette expérience du bois sensible, avec la lumière qu'il apporte, avec le matériel, la matérialité, avec le toucher, avec l'odeur, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des logements. Et je pense que c'est un peu ça, sans doute un des combats à mener, parce que derrière, c'est aussi des enjeux du bien-être et de la santé dans le logement, puisque le bois y contribue grandement. Merci. Oui, bonjour. Je prends donc la parole, je vais intervenir au nom du CNDB. Le CNDB est l'outil de communication de la filière forêt et bois. C'est un organisme qui a 30 ans d'existence plutôt, et qui a pour métier d'accompagner les acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. On le fait via de la formation, donc vous trouverez les modules sur notre site. On le fait via de l'information. Alors, on a beaucoup de documents également sur notre site qui sont disponibles et téléchargeables. Et puis, à travers de la promotion, à travers différentes campagnes que vous pouvez voir sur les réseaux en particulier. Et nous sommes financés par le Codifab. Voilà. La diapo suivante. Alors, bon, vous m'avez déjà donné à peu près 6 minutes pour parler de différentes choses. La réaction au feu du bois sur les bâtiments et le bois apparent à l'intérieur des constructions bois. Donc je vais l'évoquer et puis je finirai avec les évolutions parce que comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est très mouvant actuellement, qui bouge beaucoup. Diapo suivante. Alors l'élément vraiment très important, c'est l'arrêté du 7 août 2019 qui modifie l'arrêté de 86, dans lequel je vous ai mis un petit texte qui est en dessous, qui dit que désormais, dans cet article, on gère la transmission du feu au niveau des façades, qu'on a deux solutions possibles, soit un système de façade dans lequel tous les composants sont classés au moins A2, S3, D0 et ne présentent pas de lame d'air, ou alors, et là on rentre vraiment dans le cas du bois, il faut démontrer l'efficacité globale du système de façade vis-à-vis des objectifs de sécurité à travers ce que l'on appelle une appréciation de laboratoire. Alors l'appréciation de laboratoire, elle passe par des essais. Pour remettre ça un petit peu en situation, en 2010, il y avait des solutions bois qui avaient été intégrées dans l'IT 249, mais c'était des solutions simplement théoriques, aucun essai n'avait été fait. Et donc depuis, les essais se sont multipliés et aujourd'hui, on doit être à une douzaine d'essais. L'essai le pire que vous voyez, alors je l'explique en deux mots, c'est le comportement du feu sur un dispositif à 2 étages, qui généralement est en béton, on vient plaquer une façade dessus, et on met une charge de bois de l'ordre de 600 kg au niveau du rez-de-chaussée. On met le feu et donc on voit quel est le comportement de l'ouvrage en mettant le chronomètre. Pour faire simple. Alors ces essais, ils ont montré beaucoup de choses. Ils ont permis de mettre en avant l'impact de la ventilation du bardage sur la transmission du feu, qui est un élément important, on va y revenir juste après. Ils ont permis de voir l'impact des passages des gaz entre le plancher et puis la façade, et puis le temps que le feu mettait à passer, soit du feu in-out
au niveau inférieur ou alors out-in au niveau supérieur. On va passer à la diapo d'en face, si vous voulez. Et donc, l'ensemble de ces solutions, l'ensemble de ces essais ont permis d'arriver à un guide de solution qui s'appelle le bois construction et propagation du feu par les façades, qui a été établi par le CSTB. C'est un guide qui vaut, alors ça c'est important, qui vaut appréciation de laboratoire, donc il permet de répondre à l'aspect réglementaire. Ce guide s'applique aux ERP, dont le dernier niveau est entre 8 et 28 mètres, aux bâtiments d'habitation de 3e et 4e famille, donc les IMH maintenant, et aux bureaux dont la hauteur plancher bas est entre 8 et 28 mètres. Alors, il donne les exigences que doit avoir une façade pour répondre à l'aspect réglementaire et les solutions pour y répondre. On va y trouver plusieurs notions. La notion d'écran, alors les écrans peuvent être différents. Écran au feu, ça peut être des écrans en bois, bois ciment, du plat, de la laine de roche. On y trouvera les notions d'étanchéité au gaz, que l'on peut réaliser avec des laines comprimées ou des obturateurs. Et puis une notion de déflecteur, alors qui n'est pas toujours facile à utiliser, qui vont permettre de dégager le panache du feu, de la menuiserie, et donc de le décaler par rapport à la paroi, pour éviter que le feu passe derrière le bardage. Diapo suivante. Alors, quelques éléments sur le bois apparent. Le bois à l'extérieur, il est tout à fait possible jusqu'à 28 mètres, du moment qu'il est qualifié DS2D0 dans un ouvrage donc de 3e famille. En revanche, il est impossible au-dessus, puisqu'on va nous demander une qualification à 2. Alors, on parle de bois, mais évidemment, plein d'autres matériaux sont possibles. D'ailleurs, dans des techniques traditionnelles, on peut mettre de la brique, du métal, de l'ardoise, et puis, comme vous l'avez montré, des éléments métalliques qui évoquent les pommes de pin. C'est bien. À l'intérieur, il est possible de mettre du bois dans les circulations horizontales qui sont à l'air libre, sur les murs et les plafonds. Alors attention, parce que c'est possible dans des conditions quand même assez sérieuses. Il faut que la paroi sur l'extérieur soit vide pour au moins la moitié de l'ensemble de cette paroi. Donc ça veut dire que si on veut mettre du bois, il faut vraiment le prévoir au niveau de la conception, sinon ce sera difficile. C'est possible dans les circulations protégées, mais cette fois-ci avec un traitement ignifuge, puisque au sol on sera M3, donc le bois naturellement va fonctionner. Au mur, M2, M1, donc ça pourra fonctionner. Enfin, sur les isolants biosourcés, eh bien, il est possible de mettre des isolants biosourcés derrière un écran, à l'intérieur de la structure, selon les conditions qui sont évoquées dans le guide façade. À noter d'ailleurs que dans la dernière version qui est parue en décembre 2020, vous avez une possibilité qui n'était pas permise avant, d'avoir l'utilisation du bois en bardage combiné avec un isolant biosourcé, ce qui n'était pas possible dans la version précédente, pour montrer que les choses bougent. Ah oui, j'ai oublié, il y a un petit, en bas du texte, il y a ce petit pavé gris pour expliquer que le fameux déflecteur que vous apercevez sur la photo, l'élément saillant entre les niveaux, il est fonction de 3 éléments, de la réaction au feu du bardage, de la nature du bardage et de la nature de l'écran. À l'intérieur du guide façade, vous trouvez toute une série de tableaux qui, fonction de ces 3 éléments, vont vous imposer une taille de déflecteur. On va passer à la suivante. Alors, quelques mots sur les IMH. C'est une notion récente qui a été introduite, qui concerne les immeubles d'usage d'habitation de moyenne hauteur, dont les planchers sont entre 28 et 50 mètres. Alors, l'association Adibois, qui fait la promotion des immeubles de grande hauteur, a fait un gros travail sur l'aspect sécurité incendie de ces bâtiments. Et l'association Adibois a produit des notes, 4 notes, qui sont téléchargeables d'ailleurs sur leur site, on peut les télécharger, qui sont des éléments complémentaires à la réglementation incendie, qui viennent les compléter et qui peuvent être demandés par un maître d'ouvrage dans des conditions particulières pour un bâtiment. Il y a également été réalisé un guide interface qui vient compléter ces notes et donne des solutions pour y répondre. Voilà, alors par contre, elles sont uniquement accessibles à ceux qui font partie d'Adibois, donc les adhérents. Alors ces notes, et ça c'est important, elles sont simplement contractuelles. Ce ne sont pas des éléments réglementaires. Dans le cas des bâtiments pour les Jeux Olympiques, c'est contractuel que la Solideo a souhaité amener des éléments complémentaires du fait de la situation des ouvrages. Mais j'insiste, ce n'est pas obligé de les mettre en œuvre. Et on en a d'ailleurs un petit souci actuellement, c'est qu'on s'est aperçu que
il y avait dans certaines commissions de sécurité départementales la reprise de ces éléments et que les organismes avaient finalement fait des recommandations sur la base de ces notes. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des réglementations de sécurité qui s'établissent à 2 niveaux en France. Ça, c'est un peu un problème. On va en parler juste après. Alors, dans les évolutions qui sont à venir, première évolution, on attend une version 4 du guide façade dans lequel on devrait traiter 2 éléments. D'une part, les éthiques, c'est-à-dire les enduits sur isolant. Et puis, le deuxième élément, c'est l'éparement intérieur. Donc, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Nicolas Zizel, puisqu'effectivement, c'est une question. Le deuxième élément, alors, je vous ai parlé des essais tout à l'heure qui avaient été faits par la filière, mais vous pouvez avoir un groupe composé d'entrepreneurs, d'industriels et de BET qui peuvent travailler là-dessus. Et tout récemment est sortie une solution réalisée par Bois HD, Mètre Cube, Signat, BET, sur une solution qui importe des éléments biosourcés au niveau de l'isolant, un bardage biosourcé et des déflecteurs extrêmement réduits. Donc, ils ont réussi à trouver une solution qu'ils ont fait valider par un essai, le pire. Donc ça, c'est intéressant à connaître. Et cette solution viendra peut-être à terme compléter le guide façade. Troisième point, alors oui, dans le troisième point, c'est l'ambiguïté que l'on a actuellement, notamment vis-à-vis des notes d'Adif Bois. Avant, on avait une commission centrale de sécurité qui a été supprimée il y a quelques années, qui faisait un peu l'arbitre de tout ça, elle n'existe plus. Et donc, un groupe de travail a été lancé, c'était demandé par la filière depuis longtemps, auprès de la DHUP, avec les assurances, effectifs, les constructeurs, la DHUP et le ministère de l'Intérieur. Donc, ce groupe de travail s'est mis en route et il a pour vocation de regarder tous ces aspects réglementaires et donc de les redéfinir. Voilà. Ensuite, alors, je vous resignale quand même un outil de référence pour tous ceux qui travaillent avec le bois. C'est le site Catalogue Bois Construction. C'est le site qu'a établi la filière, qui est en libre accès, sur lequel vous trouverez énormément d'informations techniques et qui est régulièrement mis à jour en fonction des avancées de la filière sur les plans de l'acoustique, la thermique ou les SFE. Voilà, et pour finir, bien sûr, le CNDB reste à votre disposition si vous avez besoin d'éclairage sur une opération. Merci. Merci Jean-Marc. Je vais peut-être conclure. On a dépassé légèrement l'heure que nous étions donnée. En 2 mots, je vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je vais essayer de nommer quelques personnes que nous aurions oubliées et qui ont été partie intégrante de cette aventure qui est loin d'être terminée. Il y a une 3e tranche qui démarrera prochainement avec de nouveau des constructions en bois. Oui, on est un aménageur exigeant, pas dogmatique, même si ça doit en faire rire certains, j'imagine. L'idée était vraiment d'être contextuel, de se fondre réellement dans la forêt, fondre forêt et habitants, espace public et espace privé. Et à cet égard, dans le strict respect de patrimoine boisé, la filière sèche, c'était pour nous une évidence. Et là, avec nos amis d'Interconstruction, Cause et Archi 5, je crois qu'on a de belles réalisations. Je vous convie à venir vous promener sur ce site pour lequel vous aurez obligatoirement quelques émotions. Le site est vraiment magique. N'oublions pas certains autres intervenants. Base, le paysagiste, à la fois des espaces publics et des espaces privés, qui facilitent sans doute le travail fusionnel entre ces espaces. N'oublions pas également le travail de François Leclerc et de ses équipes qui, comme l'a dit tout à l'heure Jacques, a mis en place à notre instigation, mais sous son rythme, tout un travail de workshop assez efficace, où on a pu voir une absence réelle d'ego. Quand je dis absence réelle d'ego, c'est pas l'ego des architectes, c'est l'ego des projets, dans le sens où l'objectif pour nous, c'était véritablement à ce que les constructions ne viennent pas concurrencer cette forêt. Je pense réellement
que nous sommes arrivés ou que nous allons y arriver, puisque tout effectivement n'est pas terminé aujourd'hui. Et ce travail ou ce résultat à la fin est le fruit d'un échange assez fort entre les architectes et ceci mené par François Leclerc et ses équipes. Donc je voulais surtout pas oublier ces deux structures, l'agence Leclerc et l'agence Base, sur lesquelles plutôt le projet ne serait pas à la hauteur des ambitions initiales. Et de manière plus factuelle, parce que je me dois également de le dire, la lisière de l'opération en limite de la ville constituée et de cet espace boisé en friche que l'on vient reconquérir. Il y a un programme également d'Ébrige dessiné par Cécile Brisac avec une intervention assez forte d'une artiste qui est Eva Jospin. Donc voilà, je pense avoir nommé la quasi-totalité des intervenants sur cette belle aventure qui est le quartier de Villegenis et que je vous propose de venir visiter. Alors aujourd'hui, à ceux qui sont à moins de 10 km, ça fait une jolie balade. Et puis, à partir du moment où on vivra des conditions sanitaires plus conviviales, on dit ça comme ça, vous aurez tout loisir de venir découvrir ce site. À la fois le quartier qui est loin d'être terminé, hein, et puis également les 20 hectares qui sont offerts à la population et qui étaient jusqu'il y a peu fermés, introvertis. Et aujourd'hui, dans le prolongement de Bois de Verrières, il y a un magnifique bois de 20 hectares livré aux cervidés, comme je disais tout à l'heure, mais également à tous les habitants de Massy et des environs. Voilà, donc merci à tous. J'espère que le fruit des échanges est bon à accueillir. Voilà. Et sans doute à bientôt à tous. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, parce que ça a été une belle opération à organiser aussi. Merci de votre collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.